et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Il y avait un point d'alerte par rapport à des open interest qui dépassaient l'entendement à prix égal par rapport à Bitcoin. Il y a encore 2 ans en arrière, on parle aujourd'hui de 20 milliards de dollars au niveau des open interest, autant de long que de short, vous savez, les contrats futurs, c'est généralement équivalent. Est-ce qu'on est plutôt bullish? Est-ce qu'on est plutôt bearish à l'attente de ce FOMC? Est-ce qu'on remontera les taux de 0,75 points, peut-être plus, sait-on jamais? On va essayer de répondre à cette question et on donnera potentiellement un directionnel vis-à-vis de cette résolution de ce magnifique range qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Et je ferai un tout petit tour sur Apple pour parler par rapport à la sortie du 16 septembre du nouvel iPhone 14 et de remettre un petit peu dans le contexte ce qu'on peut penser en réalité par rapport à cette action et qu'est-ce qui pourrait se passer pour pouvoir éventuellement la faire flusher. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle juste ici « La stratégie des 4 rois ». N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, on est plutôt long terme chez les rois, mais vous pouvez aussi faire du trading puisqu'on utilise les retracements de Fibonacci et ça peut permettre tout simplement de mettre en place une stratégie. C'est le plus important pour pouvoir vivre et survivre sur ces marchés financiers aussi volatiles qu'ils soient, notamment sur les crypto-actifs. Christophe, tu as raison, effectivement, nous sommes sur un triangle de contraction actuellement sur des petites time frames. Il y aura potentiellement une résolution éventuellement violente par rapport à ce FOMC. On va essayer d'y répondre maintenant et on passe directement sur Bitcoin. On voyait ceci, donc je reprends un petit peu ton triangle de contraction. En effet, on peut potentiellement essayer d'aller chercher un petit peu de liquidité plus au nord, mais sans pour autant avoir un directionnel de prix. On a ici le premier arrêt par rapport au précédent mouvement. On avait cassé ce premier arrêt très court terme sur des toutes petites time frames. On le réintègre, on va chercher un 618 entre les 618 et les 686 dans une zone de rechargement d'achat. On a effectivement ce tout petit rebond, on essaie de construire. Est-ce que ce sera plutôt bullish, plutôt bearish? On va essayer d'aller chercher ce premier arrêt. Si on commence à avoir une forme de faiblesse sans pour autant aller chercher toute la liquidité qui se trouve plus au nord ici, le plus probable c'est d'aller casser les précédents plus bas jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de les faire un toujours plus bas, ni plus ni moins. Ça, c'était super important. On avait pas mal partagé ça, notamment avec Lux, qui avait des confluences par rapport à ce que j'avais vu sur des imbalances ou des déséquilibres. Il avait beaucoup de confluences sur des vagues d'Elliott, toujours pareil, hein, sur une Y ici, exactement sur les 18 700 à peu près, 18 800 $. Bon, maintenant qu'on y est, qu'est-ce qui se passe? Il l'a partagé bien sûr dans le Discord, je vous inviterai à le découvrir. Et je me suis dit, bon, moi j'aimerais bien qu'on aille chercher les 18 600, 18 500 par rapport à des potentiels leviers x100 complètement évidents, notamment si vous prenez Ichimoku Kinkoyo par rapport à cette SSA juste ici. Bon, ça a bien été repoussé finalement, mais on n'est pas encore allé chercher les objectifs de prix. Donc on attend, tout simplement. C'était exactement ici, on est parti un peu plus haut. Donc je pense que beaucoup de leviers x100, x50 ont potentiellement pris des TP au moins numéro 1 et sorti à break-even. On est venu les chercher. Généralement, quand vous avez votre TP1, vous mettez en fait votre stop au niveau du point d'entrée. Donc généralement 618 juste ici, hein, c'est clairement au niveau de la mèche basse. On est venu les chercher, maintenant on consolide. Donc tout reste à faire, tout reste possible. Soyons extrêmement patients, on aura très probablement une résolution potentiellement violente lors du FOMC si le marché est déçu. Ça, c'était extrêmement important. Je vais parler du FOMC parce que c'est clairement le nerf de la guerre finalement aujourd'hui. On est un petit peu dans le cœur de l'actualité, on est toujours sur un consensus malgré ce qu'on peut entendre. J'ai répondu à pas mal d'influenceurs sur Twitter par rapport à ça. Non, le consensus c'est pas 1%. Le consensus c'est 0,75 à 84%. 84% c'est pas rien par rapport aux opérateurs de marché, aux sachants, aux économistes et financiers. Donc le marché s'attend à du plus 0,75. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend du 1%, les marchés sera déçus et pour potentiellement une résolution violente ou en tout cas une très forte volatilité potentiellement à la baisse. Si c'est 0,50, ce dont personne ne croit, pour le coup c'est 0 pointé, à ce moment-là le marché sera potentiellement également déçu. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura une résolution violente à la hausse. C'est pas ce que ça veut dire. En réalité, ce qu'on attend et ce qu'on veut, c'est qu'on soit sur du 0,75 et que le mois prochain, donc à partir du 2 novembre 2022, sur le prochain FOMC, parce que ça va arriver relativement vite, qu'on se retrouve soit sur les 0,50, soit sur les 0,25, parce que c'est relativement proche par rapport aux décisions-là. On aura le CPI d'ici là du mois d'octobre, bien évidemment. On sera extrêmement vigilant par rapport au taux d'inflation qu'il y a au niveau des États-Unis le mois prochain. Donc c'est surtout ça qu'il faudra aussi regarder potentiellement pour avoir des directionnels de prix. Donc là, on peut avoir éventuellement une forte volatilité, mais pas forcément de directionnel de prix. Ça, c'est important de bien le comprendre. On peut aller faire de la chasse à liquidité, potentiellement au sud, potentiellement au nord, et revenir en réalité dans ce range, sans pour autant le casser. C'est clairement le CPI qui va vraiment donner la température sur les prochains mois.
Parce que si on continue en réalité à avoir notre décroissance au niveau du CPI, je ne sais pas si je vous l'avais... Je sais pas si voilà, juste ici, si vous continuez à avoir une décroissance, on parle de 9,1 à 8,5, à 8,3, à 7,7 par exemple, ou 7,2, malgré que ce soit difficile à avoir des fortes baisses par rapport à ce qu'on est en train d'observer, notamment au niveau du PPI, c'est le prix à la production qui est relativement élevé. En Allemagne, on vient d'avoir les chiffres encore hier, c'est délirant, on a augmenté de plus de 50% au niveau du PPI, c'est extrêmement important, ça va se ressentir bien sûr chez nos amis allemands et nos voisins allemands, et derrière ce sera en fait sur toute l'Europe. Là, la Banque de France, la BCE s'attendent, et je vous l'ai dit hier, à une récession dans les prochains mois. Ça, c'est quasiment évident. Donc potentiellement qu'on sera dans une récession pas forcément gravissime, mais une récession qui ne fera pas du bien à notre économie, et directement à notre marché, évidemment, notamment le CAC 40, le DAX, etc., sur des marchés européens. Mais néanmoins, si on parle vraiment de Wall Street, parce que c'est un peu ce qui guide en réalité le monde des marchés financiers, et en réalité les cryptoactifs sont très corrélés à Wall Street, eh ben, il faut vraiment qu'on voit cette décroissance. Il ne faut surtout pas qu'on remonte au niveau du CPI, parce que ça, ce sera un mauvais signal. Le FOMC est entre guillemets un avant-goût d'une décision et d'un discours pas forcément rassurant, c'est pas forcément ce qu'on attend, mais c'est clairement le nerf de la guerre, c'est ça. C'est le CPI, c'est l'IPC, ni plus ni moins. Voilà pour ça, CPI, IPC, voilà pour ça. Donc ça, je pense que c'était important de le rappeler. Donc on aura potentiellement de la volatilité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vienne pas se regarder exactement sur les 20 000 $. Au niveau du Bitcoin, en fin de journée, sait-on jamais. Ça, c'était également important de le signaler. Bon, on va regarder un petit peu ce qui s'était passé finalement, parce que c'est toujours intéressant de parler de ça, mais regardons ce qui s'était passé dans le passé, puisque en réalité, on augmente les taux depuis le mois de mars. Et on va regarder au niveau du mois de mars, vis-à-vis depuis le mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé en réalité sur les marchés financiers. Ici FOMC, 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 et tout à l'heure FOMC. Alors regardez ce qui s'était passé, finalement de façon extrêmement bête et disciplinée, que du bon sens, sur des mois précédents au niveau du CPI. Je vais passer en délit et je vais vous le donner. Bon, vous allez peut-être sourire, ça va être marrant, mais on va l'avoir ici. Ah, je l'avais mis ici plutôt. Voilà, FOMC, FOMC. Bon, FOMC du mois dernier, donc du mois de juillet, il y a 2 mois en arrière. Boum, on prend 4% au niveau d'une bougie verte. Le 15 juin, au niveau de notre CPI, notre FOMC, on était vraiment dans le creux de la vague, c'était la mort, on allait remonter les taux relativement violemment. En l'espace en fait de quelques jours, en fait on était passé d'un consensus à 0,50 à 0,75. Et en réalité, le marché l'a pricé violemment. On a eu la news, donc c'est sell the rumor, buy the news, boum, on prend 3% au niveau du FOMC. Derrière, on va chercher une poche de liquidité et on commence un petit rallye haussier. Cette fameuse toute petite respiration de notre rallye d'été en réalité, qui s'est plutôt bien passé puisqu'on a pris quasiment 20%. On aurait pu prendre plus pour le coup sur les crypto-actifs, c'est pas ce qui s'est passé, parce que quand on prend généralement 20% sur les cryptos, on peut prendre potentiellement du 50, voire du 80, enfin du 20% sur les marchés traditionnels, notamment l'indice du S&P 500, on peut prendre du peut-être 50, 80 ou 100% sur les crypto-actifs. Je m'attendais à bien plus au niveau de Bitcoin, je pensais qu'on allait aller bien plus que les 25 000 $. Néanmoins, Ethereum a fait son très joli rallye, il a fait plus de 100% d'augmentation par rapport à des points bas, ce qui était plutôt intéressant à observer. Et oui, malheureusement, c'était ça notre rallye d'été. Ça ne veut pas dire qu'il est terminé, parce qu'on peut encore continuer à pousser extrêmement fort jusqu'à la fin de l'année, en fonction des résultats du CPI, de discours de la Fed, de niveau du FOMC. Tous les yeux, malheureusement, sont dirigés, pas forcément sur des fondamentaux vis-à-vis des résultats d'entreprise qui arriveront à partir du mois de novembre, mais plutôt sur la politique monétaire. Ni plus ni moins. Donc il faut s'en contenter, les yeux sont là-bas, et il faut malheureusement les mettre également de notre côté. Le 4 mai, pareil, boum, bougie verte, 5-6% de bougie verte, il me semble. C'était assez violent ici. Voilà, on a pris du 4,6% sur le mois de mai. Et le mois de juin, et le mois de mars, pardon, c'était le premier, entre guillemets, augmentation des taux. On est passé de 0 à 0,25, donc c'est pas vraiment délirant pour le coup. On a fait une jolie bougie de 2,5% ou 1,5%. Ok, bon bref, dans le sang, ce qu'on est en train d'observer ici, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu la news du FOMC, qui était potentiellement dans le consensus, que ce soit ici au mois de juin, quelques jours avant, ou dans le consensus quelques semaines avant, c'est pump. Systématiquement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors on dit souvent jamais 203, 304, est-ce que 405? Grande question. Donc potentiellement, si on se prend une petite bougie assez sympa au niveau de notre FOMC, je sais pas, 5-6%, une jolie bougie de respiration, on serait où? Exactement sur nos 0,50 en réalité, on reviendrait chercher les 0,50, donc on est en train de pricer entre guillemets ce FOMC, on revient sur les 0,50 et on prend une décision ici, quoi. Vendre ici, en vente et découvert, levier x10, pas top, l'histoire, évidemment.
Ok, donc ça c'était super important, ce qui pourrait potentiellement nous donner une jolie aussi respiration pour pouvoir revisiter éventuellement une zone de rechargement de vente logique au niveau de notre Bitcoin, juste ici. Pareil pour Ethereum qui est déjà venu chercher son wake-off check sur ce magnifique W Weekly qui a été positionné à 1280 $. Je l'ai acheté personnellement, j'ai acheté quelques Ethereum à ce moment-là, donc j'ai réinvesti une toute petite partie de la position que je voulais mettre dans Ethereum sur ces niveaux de prix, parce que je fais du DSA, je connais bien évidemment par l'avenir, donc on peut aller chercher au moins une zone de rechargement de vente logique et pourquoi pas aller un peu plus haut pour aller rechercher ce haut de range, puisque jusqu'à preuve du contraire, on achète les bas de range et on vend les hauts de range, ni plus ni moins. Hein. Il n'y a pas de résolution, donc pas de directionnel. Ça, également, je pense que c'était important. On se fait maintenant ce petit ratio par rapport à Bull Bear. Bon, on va commencer par les beers et on fera un scénario dans ce sens-là, voire 2, voire 3, voire 4 scénarios, et c'est ça qui est très intéressant. On est en réalité dans une tendance baissière de fond. On ne peut pas se mentir par rapport à ça. On va passer en weekly. On est dans une tendance, dans une dynamique tendancielle baissière de fond. On est vraiment en bear market. On ne peut pas malheureusement se le dire. On a des hauts toujours plus bas que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents. On peut éventuellement aller chercher un nouveau plus haut plus bas que le précédent pour aller chercher après beaucoup plus bas. Et c'est clairement ce type de choses que moi je m'attendais. Alors que ce soit plutôt ici, que ce soit plutôt ici, que ce soit plutôt ici, je m'attends réellement à aller chercher un nouveau plus haut avant d'aller dans les enfers. Ça, c'est clairement ce que je m'attends, puisque techniquement, c'est ce qu'on peut voir. Et on parle technique et on parlera fondamental juste après. On a également des liquidités évidentes. On ne peut pas se mentir, entre les 12 000 $ et les 15 000 $. Hein, on peut ici mettre notre volume profile. Donc ça, pour le coup, vous le connaissez tous, je vais tout effacer. Comme ça, on va rester extrêmement pragmatique. Et ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux, ça passe beaucoup dans les vidéos YouTube. Vous en avez une ici énorme, les fameuses boîtes violettes qu'on avait mises. Et ici, en réalité, un magnifique trou dans le volume profile, manque de business, beaucoup d'imbalance si on les met ici par rapport au petit indicateur de TextMess que j'ai mis directement dans la documentation. Vous avez des zones de déséquilibre ici comme ici, multi-time frame. Donc est-ce que ça attire le cours? Oui, ça attire le cours, mais on peut très bien aller chercher et ravager tout le monde jusqu'à ici, une zone entre guillemets de réaccumulation extrêmement long terme, si on revient par rapport au breakout de ce magnifique W trimestriel aux alentours des 14 000 $, 13 000 $. Ok, donc tout le monde peut potentiellement aller voir ce fameux magnifique wake-up check. Est-ce qu'on va aller le chercher dans ce trou du volume profile? C'est une possibilité. Il y a énormément de liquidités. On parle ici de 20 milliards de liquidités, 10 milliards au nord, 10 milliards au sud pour résumer. Ok, dans tous les cas, la résolution de ce range sera violente. Ça, c'est très important à comprendre. Elle sera violente. Et notre psychologie, nos émotions, tendent à dire, plus on se rapproche des bas de range, plus on va aller dans les enfers. Plus on se rapproche dans les hauts de range, plus on va se rapprocher, entre guillemets, des étoiles. Et on a tendance à acheter les hauts de range et vendre les hauts de range. Pas bonne idée. C'est le contraire en réalité qu'il faut faire. Ok, ce qui me donne aussi penser qu'on peut revisiter ce haut de range, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on ne connaissait pas ces bonnes de range. Donc on les a connus sur les 25 000 $. À aucun moment, lorsqu'on était ici, on savait que là, c'était entre guillemets notre haut de range potentiel. Donc derrière, on va chercher un bas de range, et en réalité, sauf si c'est extrêmement baissier, vous connaissez l'histoire, les fondamentales rattrapent toujours la technique. Mais dans l'idée, je pense qu'on devrait au minimum aller rechercher ce haut de range, et éventuellement prendre une décision. Est-ce qu'on va chercher une poche de liquidité et on va dans les enfers ? Et on n'aura vraiment pas, entre guillemets, eu de chance. Est-ce qu'on va éventuellement beaucoup plus haut? Ça, c'est une question aussi à se poser. Est-ce que lors du FOMC, on peut aller chercher des liquidités complètement logiques et aller chercher tout le monde, sortir quelques vendeurs à découvert, quelques acheteurs, entre guillemets, en levier, et mettre du mauvais côté un gros paquet de vendeurs qui sont en train, et qui y sont là. Je vous le dis, ils y sont pour le FOMC, ils ont tous le bouton sur short levier x10, donc je pense que ça se passera pas bien pour les vendeurs à découvert qui sont en bas de range, qui veulent faire un levier x10, x50, x20, etc. Je pense qu'on ira les chercher pour le coup, et puis pour pouvoir potentiellement derrière retourner ce marché, et après on verra ce qui se passe en haut du range. Hein. C'est pas parce qu'on vient chercher de la liquidité et qu'on vient ici en haut du range que ça y est, c'est gagné, absolument pas. Maintenant qu'on a ça, donc vous voyez en fait dans une même situation graphique, on peut aller chercher un scénario, 2 scénarios, 3 scénarios, chercher de la liquidité, etc. En réalité c'est très difficile à jouer. Ce que je sais et ce dont je suis persuadé, c'est que ici dans une zone de rechargement d'achat long terme, ce n'est pas une mauvaise entrée pour Bitcoin sur du mode de l'arc-en-chevrage, notamment, et je parle ici aux investisseurs. Ok, on va revenir un petit peu dans le passé parce que vous les voyez bien, ces deux trous dans le volume profile. Ok, on y va. On va se remettre en réalité juste ici. Tac. Donc ici, incertitude complète. Au milieu d'un range, on va chercher potentiellement les hauts de range, juste là, et on achète entre guillemets les bas de range. On savait qu'on était dans un énorme range, et dans ces hauts de range, bas de range, il y a énormément de range. Ok? Et ben on y va et on va zoomer un petit peu, parce qu'on voit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Juste là, malgré crack Covid, en réalité, vous voyez sur les trous du volume profile ici, vous aviez un magnifique trou dans le volume profile. Donc partez du principe qu'actuellement nous sommes ici.
Ça peut être à peu près considéré comme ça. Oui, mais vous avez un énorme trou, je vais juste enlever ça au niveau des imbalances, vous avez un énorme trou ici dans le volume profile, tout le monde le voyait, des poches de liquidité évidentes qui se positionnaient juste ici, en dessous des 3000 $, et vous aviez un énorme trou dans le volume profile. En réalité, toute cette montée qui a été faite dans le déni, avec crack Covid, etc., c'était clairement un dead cat bond pour aller chercher des poches de liquidité, voire aller chercher ici, et tout le monde disait, ici, sur ces niveaux de prix, ce sera un prix en or. En réalité, aujourd'hui, quel est notre prix en or? C'est quoi le prix en or massif? C'est 10 000 $, actuellement. Notre prix en or massif, c'est 10 000 $. 10, 12 000 $, mais prix rond 10 000 $. Vous voyez que même par rapport au crack Covid, qui a été dans une incertitude et une peur extrême des opérateurs de marché, nous ne sommes pas venus sur Bitcoin, déjà à l'époque de sa résiliente, chercher potentiellement les 2000 $, 1000 $, 1200 $. Alors qu'on aurait pu y aller, bien évidemment. On enlève le crack Covid. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, on revient un petit peu dans le passé. On enlève ici le crack Covid, et on revient sur ce qu'on voulait voir. Juste ici. Parce que c'est finalement un petit peu là où on pourrait se trouver psychologiquement, si vous voulez. Ok? Bah, regardez ce qu'on voit. On voit en réalité des énormes trous dans le volume profile. Hop. Voilà, juste comme ça. On va bien le voir. Coucou. C'est bon? Voilà, on peut le prendre un peu comme ça. Donc ici, on est en train de travailler. Voilà, juste ici, on est en train de travailler. Beaucoup pensaient qu'on allait potentiellement aller chercher ceci dans un magnifique trou dans le volume profile. Malheureusement, le cours a décidé contrairement de faire le contraire. Vous aviez également un énorme trou dans le volume profile ici, un énorme trou dans le volume profile ici. Nous ne sommes pas venus les chercher. Nous ne sommes pas venus les chercher. Ok? Par contre, on a bien fait ce petit wake up check par rapport au précédent bear market. Sauf que actuellement, on n'est pas là. Actuellement, on est potentiellement là ou potentiellement là. En termes de représentation graphique. Pas en termes de prix, etc. On s'en fiche des prix. Et moi, je pense qu'on est plutôt par là. Voilà, personnellement. Et ceci était vraiment une capitulation. Donc, je pense qu'on est en train de faire ceci, et que derrière, on va aller chercher un plus haut, et ensuite le narratif et le fondamental viennent à nous dire la résolution. Et c'est ici qu'il faudra potentiellement le fameux pile ou face, avec des open interest qui aujourd'hui sont de 20 milliards de $, mais peut-être que demain ce sera 30. Et donc on aura soit une purge sans précédent, et la dernière purge, ce fameux prix magique, prix psychologique, 10 000 $, 9 000 $, 7 000 $, Bitcoin est zéro, vous connaissez l'histoire, soit en fait on prend tout le monde de court parce qu'en réalité le narratif est baissier. Or, ici en 2018, le narratif n'était pas si baissier que cela. Le narratif n'était pas si baissier que cela, alors qu'on était déjà en train de pousser dans une forme de récession, etc. pour 2019. C'était déjà acté en réalité. On allait dans la récession, et finalement récession, il n'y a pas eu. La question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui le marché a déjà ou pas anticipé une forme de récession tranquille, même si aucune récession n'est tranquille. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc attention à ces vues de l'esprit par rapport à des certitudes qu'on peut avoir. En réalité, nous n'avons aucune certitude et il n'y a aucune garantie de revenir chercher en réalité les 14 000 $ ou les 12 000 $ ou les 10 000 $ sur un trou du volume profile. Néanmoins, comme on ne le sait pas, à ce moment-là, gardons du cash. Ça, c'était extrêmement important. On va chercher aussi beaucoup de gaps qui sont actuellement sur le CME. On en avait bien plus bas au niveau ici des 3 000 $ ou 3 100 $. C'est pour ça qu'on avait les yeux rivés dessus, parce que tous les gaps sont menés, ou 90% des gaps sont menés à être comblés. Vous en avez beaucoup plus bas, des gaps, bien évidemment, jusqu'aux 10 000 $, sait-on jamais. Et vous en avez aussi bien plus haut, des gaps. Donc on viendra potentiellement les combler, mais cela, nous ne sommes jamais venus les combler. J'aime bien aussi dire, et c'est vrai que si on reprend par rapport au narratif des précédents bear market, on est très souvent venu chercher quoi? Les 886, que ce soit sur Ethereum ou que ce soit sur Bitcoin. À ce moment-là, il faut le prendre en considération. Mettons-le ensemble, ce fameux 886, je ne sais pas, est-ce que je peux le trouver, voilà, juste ici. On se le met en rouge vif, et potentiellement, on pourrait revenir chercher les 11 000 $. Ici, j'achète. Bien sûr, mais je ne sais pas si on va y aller. D'accord? Mais ici serait potentiellement un narratif logique de fractal qui s'est déjà produit pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois dans le passé, notamment de la vie de Bitcoin. Or, aujourd'hui, est-ce différent, même si ce n'est jamais vraiment différent, puisqu'aujourd'hui on est plutôt dans un marché d'institutionnel, plutôt que d'un marché plutôt de public, si vous voulez, ou de retail. Ok, ça c'était super important. Dernière chose au niveau du dollar, bah ouais, le dollar est bullish. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant que le dollar est bullish, c'est pas bon pour les marchés financiers.
que ce soit les marchés crypto ou que ce soit les marchés plus traditionnels. On est en train de travailler cette fameuse parabole qui peut partir extrêmement. On avait des objectifs sur les 117 et éventuellement sur les 121 qui étaient sur des précédents ATH là-bas par rapport à des fractales qu'on avait aussi revus. Donc on peut très bien faire ceci si on fait ceci, potentiellement qu'on se prend du moins 20, moins 30% sur Bitcoin. Bitcoin à 30 000 $. Or, on revient par rapport à ce narratif-là vis-à-vis de qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Je vous ai posé une question, donc merci à tous ceux qui ont répondu au vote. Je vais les reprendre, voilà, juste là. Vous avez été 1400, merci beaucoup, 1401. Bitcoin crash sur les 15 000 $. Donc en grosso modo, on se prend moins 30% supplémentaire. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? En réalité, j'achète massivement, j'ai beaucoup de cash, opportunité 30%. J'achète modérément, je suis déjà suffisamment exposé, peut-être investissement 2, 3, etc. Oui, 43%. Je n'achète pas, je suis holder, je suis all-in. En réalité, vous n'êtes que 10% à être all-in. Je trouve ça très intéressant à observer. Et pour le coup, 70% de la communauté des rois est arrivé en fait il y a moins d'un an, ou il y a environ un an jusqu'à moins d'un an. Donc on était déjà extrêmement haut au niveau des marchés financiers. Le prix moyen de 70% du Discord, c'est grosso modo les 45 000, 40 000 $ par rapport à Bitcoin. Donc actuellement, on accuse une perte de moins 50% en grande majorité. Je vends un peu, voire beaucoup, c'en est trop pour moi. Vous n'êtes que 2%, on décidera lorsqu'on y sera. C'est la porte de sortie, 17%. Grosso modo, vous allez le subir. Pour moi, les 17%, que vous achetiez ou que vous vendez, en réalité, on le subira. Donc vous ne savez pas ce que vous allez faire. En somme, ce qu'on voit en fait de façon extrêmement rapide, c'est que grosso modo, il y a quasiment 70% des gens qui rachètent plus bas. Et ça, je pense que c'est très représentatif de notre psychologie. Si aujourd'hui en France, on est près de 70%, donc 75, 65, 70%, partez qu'aux États-Unis, ils sont peut-être près de 90% à racheter sur ces prix-là. Parce que eux, ils sont boule-boule aux États-Unis, tout le temps. C'est Bitcoin, c'est même pas nous, c'est 1 million, eux, c'est 10 millions. Et je pense que le marché ne nous fera pas, entre guillemets, cette faveur d'aller potentiellement pour le retail, de nous offrir des prix aussi bas. Parce que moi aussi, potentiellement, je rachèterai de façon massive. L'objectif de Goldman Sachs, de JP Morgan, qui nous disent n'achetez pas de la crypto, achetez plutôt des commodities. Ah bon? Achetez plutôt des commodities, mais vous êtes vraiment sympa, vous. Puisqu'en réalité, si vous reprenez le UK Wall, on est plutôt sur une pente descendante, jusqu'à preuve du contraire. On a fait une espèce de forme de distribution, donc on peut continuer à ranger longtemps, mais grosso modo, il nous dit achetez de l'UK Wall, achetez des commodities, achetez du blé, achetez tout ce que vous voulez, et virez-vous des cryptos. Ok, donc on achète les points hauts, et on oublie les points bas sur les cryptos actifs, évidemment. Si on prend également au niveau du gaz, donc le TTF gaz, c'est néerlandais, le gaz néerlandais, c'est clairement un indicateur extrêmement important par rapport au gaz européen, sur le gaz, le gaz liquide. Bah, en réalité, il a quand même bien dégonflé, donc on était très très haut, mais on a quand même perdu 50% à peu près de sa valorisation depuis quelques semaines. D'accord? Quelques jours, quelques semaines. Donc on est extrêmement, oui, le gaz naturel, oui, pas liquéfié, mais gaz naturel. Le gaz naturel est en réalité une énergie fossile très bon marché. En réalité, on pèse moins de 10 € le mégawattheure sur le gaz naturel. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on est en train d'observer. On est monté jusqu'à 340. Ça, c'est clairement l'indicateur phare en Europe. Et on est maintenant sur les 170. On atteint potentiellement des résolutions, une désescalade au niveau de la guerre en Ukraine. On en reparlera si vous voulez dans une prochaine vidéo ou tout à l'heure. Ça aussi, c'est important. Donc, grosso modo, on nous demande d'acheter des matières premières, des commodities, et potentiellement, voire fossiles, et de partir des crypto-actifs. Ce n'est potentiellement pas ce qu'il faut faire, évidemment. Côté fondamentaux, et on passera après plutôt côté boule, en réalité, on le sait, on le voit, on est dans une énorme inflation. On a des inflations qui n'ont pas été aussi hautes depuis les 40 dernières années. On remonte ici dans les années 80. On a une récession aux USA. Pourquoi? Parce que 2 trimestres consécutifs, hein, c'était très clair, net et précis, c'est juste ici. Vous les avez, je ne sais plus où, voilà, juste là. On a bien 2 trimestres consécutifs. Le consensus est sur du moins 0,6% pour le 29 septembre. On aura les chiffres du PIB américain le 29 septembre. Ça aussi, c'est potentiellement un catalyseur parce que forte volatilité attendue. Et on le sait, donc on est en récession. L'Europe, il va tout droit, même si on arrive encore, entre guillemets, à avoir une certaine résilience par rapport à notre économie vis-à-vis des boucliers tarifaires que nous donnons à notre population, tout simplement. On arrive dans une crise énergétique sans précédent. On est dedans. On nous demande potentiellement de faire de la sobriété. C'est pas que chez nous, c'est partout dans le monde, puisque tout le monde, entre guillemets, est interdépendant. Et il y a la guerre aussi en porte de l'Europe. Ça, on le sait, ça, on le voit. Et également, il y a la SEC, qui commence encore à nous taper dessus. Il nous parle encore d'Ethereum pour dire que finalement, Ethereum, ça doit être
entre guillemets américain. Pourquoi? Parce que les principaux nœuds de Ethereum 2.0 sont aux États-Unis. Ils nous gonflent avec ça. Et vous avez aussi en Europe, parce que c'est qu'aux États-Unis, mais on a aussi en Europe Mika. Donc on aura du Mika 2 qui va arriver et qui est potentiellement pas en faveur de notre Bitcoin, évidemment. En tout cas, un meilleur contrôle, une meilleure régulation, notamment par rapport à l'usage de nos mineurs préférés. Donc ça, c'est des choses qui sont narrativement pas bullish, si vous voulez, dans un scénario long terme par rapport à Bitcoin. Maintenant, côté bull, côté technique, on a des spreads qui n'ont jamais été aussi élevés, enfin aussi négatifs que depuis en réalité des mois. Ça fait plusieurs mois que nous sommes dans des spreads actuellement négatifs. Ça, c'est plutôt bullish pour le coup, parce que ça veut dire qu'une grande majorité des institutionnels sont plutôt en vente à découvert jusqu'à preuve du contraire. On a des fundings négatifs, et c'est relativement très négatif que nous avons des fundings, donc je reste en réalité en weekly, mais ça permet de mieux l'appréhender, que ce soit sur les cryptos totales, que ce soit sur Ethereum, on va pas le reprendre, c'est juste délirant. On est dans une excellente localisation en réalité sur Bitcoin, on est bien dans une zone de rechargement éco-classe, voire première classe très proche, donc ce sont des excellentes zones d'investissement. C'est pas difficile d'aller plus bas, c'est juste que c'est ici qu'il faut commencer à tendre l'oreille pour dire c'est peut-être des bonnes localisations pour pouvoir investir dans des cryptoactifs, dans des bitcoins, ou dans ce que vous voulez, entre guillemets, potentiellement, qui serait encore là dans 5 ans. Le H-Ribbon qui nous propose en réalité des boule, acheter, donc le H-Ribbon, il est où? Il est juste ici, c'est du buy de partout. Alors en weekly, on ne l'a pas encore, mais grosso modo, on a quand même beaucoup d'indicateurs techniques qui nous poussent à dire qu'on n'est pas très très loin du buy. Généralement, les buys en weekly sur le H-Ribbon, c'est sur des très très grosses bougies de résolution. En somme, il faudrait plutôt attendre ce type de choses. Si vous voyez un truc un peu comme ça, hop, je le mets en bleu là, si vous voyez un truc comme ça, jac, boum, et ben à ce moment-là, vous aurez une magnifique pastille buy sur le H-Ribbon. Donc il y a des choses comme ça. Au niveau de notre EMA 200, on l'a prenait depuis longtemps. Aujourd'hui, on la met un petit peu, on lui met un coup de pied dedans à notre EMA 200. Je trouve ça peut-être dommage, puisqu'en réalité, elle a plutôt bien servi dans le passé. Si je passe en weekly, on est sur notre EMA 200. Alors on est un petit peu en train de travailler en dessous, oui, mais bon, on a aussi déjà travaillé en dessous, juste là. C'était en mars 2020. Aujourd'hui, malgré que ce soit peut-être un petit peu différent par rapport au contexte, on est quand même très proche et on travaille une EMA 200. Ça n'a jamais été mauvais, entre guillemets, d'acheter sur des EMA 200. Quand on était là, peu de personnes pensaient, et moi, pour le coup, je ne pensais pas qu'on allait chercher aussi violemment notre EMA 200. Je pensais vraiment qu'il y aurait des magnifiques rebonds, et à ce moment-là, dans une zone de rechargement de vente logique, potentiellement, on prendra nos responsabilités. On prendrait nos responsabilités ici. Bon, finalement, on ne nous a pas donné la possibilité de les prendre. Et puis derrière, on a flushé le marché sur une EMA 200. Plutôt intéressant. Et on a aussi des structures sur le MACD. Ça, je le dis souvent, c'est mon, entre guillemets, indicateur phare. C'est très puissant. On a notre confirmation, ni plus ni moins. Ne nous y trompons pas, on va le chercher ici. Ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc en réalité, techniquement, il y a plein de choses en réalité qui nous disent acheter. Ok, côté technique. Côté fondamentaux, on va aller relativement vite et vous les connaissez aussi bien que moi, c'est l'adoption croissante, on le voit très très bien sur les cours de Gartner, etc. Il y a des levées de fonds croissantes et ça on a du mal entre guillemets à l'appréhender, mais c'est tellement important ce qu'on est en train d'observer, notamment sur des projets crypto partout dans le monde, ça lève des milliards de dollars chaque mois sur des projets crypto qui peut-être ne voudront rien demain. Et il faut se rappeler que pour les prémices de la bulle des dot-com des années 2000, c'était clairement dans les années 97, 98, 99 que les fonds d'investissement injectaient des sommes folles dans les projets, entre guillemets, Internet, télécom, tout ce que vous voulez, même l'action Orange, elle avait fait x50 pour le coup. Donc c'est des trucs qui étaient juste, enfin pas x50, mais je crois qu'elle avait fait peut-être x15 ou x20. C'est des trucs qui sont délirants et là on est en train de juste voir en fait les premières briques de milliards qui commencent à arriver pour que ces gens-là, en réalité, récoltent tous les fruits quand ils pousseront le prix plus haut que personne ne peut l'imaginer. Donc c'est ici et c'est maintenant que c'est en train de se faire. Et également le merge. The merge, c'est une réussite historique. Enfin, même moi, pour le coup, j'avais un doute de sa réalisation et de sa réussite. Donc, alors qu'on est dedans. Donc le fait que ça marche, que ça fonctionne. Alors buy the rumor, sell the... On s'en fiche de ça. Ça fonctionne. Et ça, c'est un signal extrêmement puissant qu'on envoie au monde entier. Qu'ils soient cryptophiles ou institutionnels. C'est des mecs dans des garages qui arrivent à faire fonctionner un truc incroyablement bien. Ça, je pense que c'est très important. Dernière chose, mais plutôt d'un point de vue psychologique, c'est aussi dans le sondage, en réalité, vous ne vendez pas. Et vous ne vendrez rien. Donc si vous ne vendez pas, l'objectif c'est, ce qui vous reste de pognon, c'est de vous le faire acheter bien plus haut. Eh oui, pas vraiment le choix. Et ça, c'est un bon fondamental, je pense. On avait vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous dire au niveau du Bitcoin. Donc, chasse gardée, malheureusement, et je vous donne mon appréciation, quand on efface tout, on va aller juste ici,
on va remonter un peu plus haut, on va aller chercher l'index. Bah, malheureusement, vous avez raison. Quel est le plus probable à 51%? Une continuation baissière. Pourquoi? Parce que la dynamique de fond reste baissière. Malgré qu'on ait des très belles petites structures ici, qu'on pourrait avoir une magnifique structure de retournement de tendance. Les plus patients, si vous voulez vous exposer agressivement, tout en étant mesuré sur Bitcoin ou sur des cryptoactifs, attendez ces structures-là. Attendez réellement ces belles structures, parce qu'aujourd'hui, c'est du 50-50. Vraiment. Voir si on fait côté narratif, on est plutôt dans du 51, voire 52 côté, on va dans les enfers, et 47-48, on va potentiellement faire des respirations. C'est ça le problème, c'est qu'en réalité, c'est soit on va dans les enfers, on repère 50%, soit on fait une respiration pour potentiellement plus tard, quand la récession sera là et bien installée, qu'on ira potentiellement dans les enfers, évidemment. Je voulais juste finir cette vidéo sur Apple pour remettre un petit peu en perspective par rapport à... Je suis tombé là-dessus, je crois que c'est Money Radar qui nous a partagé ça sur Twitter, donc je lui ai récupéré. iPhone, et c'était marrant parce qu'elle avait mis iPhone représente 50% des revenus d'Apple. Et je trouve ça super intéressant et super important de le signaler. Parce qu'aujourd'hui, on voit que Apple, c'est un nouveau paradigme, ça dépasse l'entendement. On a fait 2% d'augmentation par rapport aux derniers revenus, par rapport au troisième trimestre 2022. On a fait 2% d'augmentation. À l'époque, c'était 100 milliards de dollars de revenus. Incroyable le truc, enfin, c'est quand même délirant. En un trimestre, c'est canonissime. On était même en croissance alors que l'iPhone 14 allait arriver. Donc c'est vraiment incroyable les résultats de Apple. Mais ce qu'il ne faut pas, entre guillemets, omettre, c'est qu'aujourd'hui, si l'iPhone représente 50% du revenu, est-ce que vous savez combien représente la vente hardware en réalité chez Apple au niveau de l'iPhone? C'est 65%. En réalité, je vois de plus en plus de personnes, que ce soit sur les commentaires YouTube quand on en parle, ou dans le Discord, ou un petit peu sur les réseaux, et même mon père, je vous fais un petit laïus, parce qu'il voulait s'offrir l'iPhone 14 Max, ou je sais pas quoi, et il m'a dit non, finalement, j'ai voulu beaucoup, parce qu'il est très dans les numériques, etc., pour regarder tous les tests possibles imaginables, c'est un crack d'Apple, donc il a tous les Apple que vous pouvez imaginer, mais en réalité, il dit non, j'attendrai plutôt l'iPhone 15. Parce qu'un meilleur appareil photo et un truc, parce qu'on tombe et puis on appelle automatiquement les secours, bon, c'est pas très sexy. Alors, je résume très fort. Les puristes de Apple ne m'en voulaient pas. Je suis pas pro-Apple, mais je trouve l'entreprise incroyable, bien évidemment. Mais en gros, il a dit, bah, je voulais l'acheter, il n'y avait aucun problème avec ça, mais en fait, finalement, il ne l'achètera pas, il achètera plutôt l'iPhone 15 pour avoir des vraies, entre guillemets, évolutions technologiques au sein du hard et non pas au sein du soft. Donc son ancien iPhone, qui a potentiellement réussi à Apple, eh ben, sera plutôt décalé au niveau de lui. Et je le vois de plus en plus que finalement, ça ne va pas se vendre, c'est trop cher, ça a pris 20% ou 10% je crois par rapport à l'année dernière. Donc bien évidemment, les corrélations et en tout cas les taux de change entre l'euro et le dollar, je comprends ça parfaitement, il n'y a aucun problème avec ça. Il continue à nous donner entre guillemets du 60 fois sans, enfin du 24 fois sans frais ou du 12 fois sans frais. Donc ça permet entre guillemets de pousser à la consommation, c'est toujours des bons artifices pour pouvoir acheter tout de suite et payer plus tard. Mais dans l'idée, si ça se vend mal, on explose 75% ou 65% du revenu entre guillemets de Apple. Et ça c'est super important parce qu'en réalité, tout ce qui est en fait les services ou ce qui gravite autour, donc les stores, Apple Store, etc., donc les applications, iTunes, tout ça, ça représente pas tant que ça. En réalité, ça représente 17,5 milliards au trimestre. Donc vous voyez, sur 100 milliards ou sur 85 milliards, parce que c'était 83 milliards sur le troisième trimestre 2022, ça représente 17,5 milliards. Donc en réalité, c'est très peu. Donc en somme, essayez, si vous voulez jouer en réalité l'action Apple, que ce soit à la hausse ou à la baisse, attendez clairement ou essayez d'identifier comment votre entourage, est-ce qu'ils achètent vraiment iPhone, est-ce que vous avez des retours incroyables au niveau de l'iPhone 14, etc. Et si vous commencez à avoir des successions sur les réseaux sociaux, sur les tests, les numériques, sans citer de trucs ou pas, mais vous connaissez tous les machins, YouTube, Monsieur Greux ou j'en sais rien, quand on les regarde comme ça, s'ils commencent un petit peu à démonter Apple, à dire non, ça sert à rien de l'acheter maintenant, vous avez d'autres trucs, et qu'en plus on arrive dans une récession, donc moins de thunes, et une forte inflation, donc encore moins de thunes, donc on n'achètera potentiellement pas Apple, et bah ça, c'est clairement être sociologue. Et réellement, les plus grands traders et les plus grands investisseurs sont, oui, techniques, mais sont aussi psychologues et sociologues. Et potentiellement, ça peut être très intéressant d'aller chercher dans ce sens-là. Voilà pour ça. Je vous fais juste un petit parallèle. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 1 milliard d'iPhone actifs.
1 milliard. Ce qui permet en fait de donner comme une perspective, de dire qu'il y a encore des personnes qu'on pourrait éventuellement équiper, bien évidemment. Je dis tout ce que je voulais vous dire. On se rejoint sur le Discord, ce sera 20h pour le FOMC, on essaiera d'encadrer ces formes de volatilité. Je voulais pas faire une vidéo ultra technique, ultra chartiste, etc. Vraiment vous donner les pour et les contre. Malheureusement, la tendance est votre amie et la tendance de fond reste baissière, malgré qu'on soit sur des niveaux extrêmement clés, que ce soit sur toutes nos cryptoactifs préférés, bien évidemment également sur le Bitcoin. Au niveau du S&P 500, ne nous y trompons pas, malgré que ça fasse peur, le marché adore faire ça. Généralement, il nous positionne dans des zones le plus bas, entre guillemets, sur des bottoms de marché. Et ce que je voulais vous dire aussi, et je finirai là-dessus, on est actuellement en train de travailler quoi? Un premier arrêt, je vais vous le mettre en gros, en gras, en vert, en tout ce que vous voulez. Donc si c'est lui qui lead le marché, en énorme vert, voilà, je vais le mettre en vert. Et nous sommes exactement sur le premier arrêt de tout le précédent mouvement depuis le crack Covid. Tant que ce premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. Pourquoi? Parce que la tendance de fond est votre ami. Et sur le S&P 500, sur des énormes time frames, c'est haussier. Malgré qu'on ait des sales structures, je vous l'accorde. Les trucs les plus bullish en réalité, c'est d'annihiler un M-top en mensuel dans un magnifique W en mensuel qui piégerait potentiellement un M-top en weekly. Ça, ce serait extrêmement bullish. Là, vous avez votre signal. Au même titre que sur Bitcoin, vous aurez des magnifiques trendlines et vous aurez vos signaux. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Soyez patients. Ne subissez pas une résolution, que ce soit haussière ou baissière. Ne vous mettez pas contre le mouvement. Protégez-vous, gardez du cash, puisque si on a un dernier bas de 100, ce sera potentiellement le dernier, et le dernier avant extrêmement longtemps. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.